Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, mon invité est John Vespasian, qui va nous parler de son livre Asymétrie, un raccourci vers le succès, lorsque le succès semble impossible. Bonjour, John Vespasian. Bonjour, Richard. Bienvenue à Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio. John Vespasian est l'auteur de 11 livres sur la vie rationnelle, dont Quand tout échoue, essayez ceci, 2009, La rationalité et le chemin du bonheur, 2009, La philosophie des bâtisseurs, 2010, Les 10 principes de la vie rationnelle, 2012, Vie rationnelle, travail rationnel, 2013, Cohérence, la clé d'un soulagement permanent du stress, 2014, Devenir incassable, 2015, Rebondir dans les moments difficiles, 2016, Séquentialité, le pouvoir incroyable de trouver la bonne séquence d'étapes, 2017, Imperturbable, comment les personnes hautement efficaces gèrent les perturbations, 2019, et Asymétrie, un raccourci vers le succès lorsque le succès semble impossible, 2020, et c'est son dernier livre. John Vespasian dit « La connaissance est la seule réponse valable au stress, la seule formule qui peut vous rendre plus efficace. Mes livres contiennent de la sagesse que j'ai accumulée au cours de décennies de recherche. Il s'agit d'apprendre des succès et des erreurs des autres et de trouver comment appliquer ces principes dans votre propre vie. Dans chaque livre, je passe revue sur biographie et événements historiques avec l'objectif d'en tirer des leçons que nous pouvons utiliser dès maintenant. Concernant le livre Asymétrie spécifiquement, John Vespasian, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le comte de Saint-Germain a progressé dans sa carrière en gardant simplement les yeux ouverts? Oui, c'est une belle carrière du XVIIIe siècle. En fait, il était contemporain de Casanova. Ouais. Et c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment d'origine aristocratique. C'était quelqu'un de la classe moyenne qui a fait une belle carrière parce qu'il avait beaucoup d'initiatives. Mais au XVIIIe siècle, il était presque impossible d'avancer dans la vie parce que toutes les portes étaient fermées, sauf si vous étiez, bien né, si vous avez des connexions familiales, c'était presque impossible de progresser. Il n'y avait pas vraiment d'entrepreneurs, c'était vraiment des nobles. Et Saint-Germain, c'était idéal parce qu'il a commencé avec absolument rien. Il s'est taillé un chemin, une belle carrière d'entrepreneur dans la haute société. Parce qu'il a cherché une approche asymétrique pour essayer de développer son commerce. Les premiers problèmes pour lui, c'était simplement d'avoir un point d'entrée, parce que quand tu as une société complètement fermée avec des cercles de bourgeoisie ou d'aristocratie qui sont vraiment des familles qui sont établies depuis des centaines d'années, il est très difficile d'entrer. Alors, ce qu'il a fait, c'est essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait rentrer. Et il a trouvé que le seul moyen de s'introduire dans la grande société en France, c'était la musique. Alors, il a dit, bon, si j'arrive à me faire inviter dans des soirées en tant que musicien, peut-être je peux contacter des gens et je peux les vendre des choses. Alors, il a aussi tombé sur l'idée que s'il se mettait à faire la musique avec un ensemble, parce que la façon de faire la musique dans les soirées du XVIIIe siècle, c'était surtout des groupes de 400 personnes, c'était des ensembles de violonistes. Il a dit, oui.
Il a dit que, sauf si je l'ai fait en solitaire, je n'aurais pas vraiment toute l'attention sur moi. Alors, il a appris à jouer du violon quand il était à l'école en Italie. Et après, il a composé des chansons, disons, pour performer dans des soirées. Et il a trouvé un point d'entrée. Et à partir de là, il a commencé à établir un réseau commercial assez important parce qu'il a dit qu'est-ce que je peux vendre à l'aristocratie. Et il a produit des produits de beauté, des produits naturels, des beautés qu'il vendait aux dames dans les soirées en France. Et il a fait des recettes considérables. Et il a passé dans d'autres domaines, il a passé dans les textiles, il a voyagé en France, il a trouvé une nouvelle technologie pour la production des textiles et il a installé la technologie aux Pays-Bas et il a aussi fait une fortune assez importante. Alors, à la fin, c'est quelqu'un qui, dans chaque étape de sa carrière, a trouvé une approche asymétrique qui l'a permis de se faire un chemin dans une situation historique où il était presque impossible de progresser parce que c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment un aristocrate. Donc, si j'avais bien compris, s'il avait fait de la concurrence avec les autres musiciens, il aurait échoué. Mais le fait qu'il a ajouté à sa carrière de musique de la vente de certains produits, de certains services, et c'est pour cela qu'il a réussi. C'est ça que vous dites? Il a combiné, disons, parce que la question c'est comment avoir un point d'entrée. Le point d'entrée, c'était un point d'entrée asymétrique parce qu'il voulait s'introduire dans la grande société, il n'avait pas de connexion, il aurait dit, bon, moi je vais faire de la musique. Mais en plus, il a rajouté l'idée de faire de la musique en solitaire, qui était très inhabituelle dans les soirées, pour attirer l'attention. Et ça l'a permis de connaître des gens, des centaines de personnes. Et il a commencé après, il a eu l'idée de qu'est-ce que je peux vendre à cette personne-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dames de la haute société qui étaient vraiment très vulnérables parce qu'elles commençaient à vieillir. Et dit, c'est le marché idéal pour les vendre des produits de beauté. Et il a fait vraiment une grande fortune en vendant des produits de beauté qu'il fabriquait avec des produits naturels. D'accord. Et alors, vous mentionnez dans votre livre, vous parlez du vœu pieux. Vœu pieux. Et je ne comprends pas tout à fait ce que vous voulez dire par ça. Est-il si répandu dans notre société, ce vœu pieux? Oui, les gens s'engagent et font semblant de suivre des principes qui ne sont pas vraiment très solides. Dans le sens où dire, parce que moi, j'essaie d'établir une carrière en travaillant très dur et je vais essayer de m'établir, etc. Et disons, c'est une philosophie très répandue. Les gens vont essayer d'expliquer leur succès. Mais à la fin, quand ils regardent les histoires, ce qu'il y a derrière, cette philosophie, cette interprétation des faits n'est pas très réaliste. Parce que quand on voit des gens comme on vient de parler de Saint-Germain, mais on peut parler d'autres personnes qui ont dans l'histoire, dans plusieurs pays, dans plusieurs époques historiques, qui ont réussi. C'est pas ce qu'ils disent, ce qu'on appelle les vœux pieux, ce qu'on appelle ce qu'ils prêchent. C'est pas la même chose. C'est ça qu'ils font. Ils font autre chose. Et quand on voit la carrière qu'ils ont développée en détail, on voit que c'est des carrières asymétriques. Et ils ont réussi dans la carrière parce qu'ils ont pris une stratégie qui n'était pas une stratégie linéaire. D'accord. Est-ce que l'histoire nous enseigne-t-elle comment sortir de la stagnation et du désespoir? Oui, elles nous apprennent si on prend l'effort, si on fait l'effort de regarder, parce que le problème, c'est que quand on parle d'histoire, la plupart des gens vont dire ah, l'histoire c'est ennuyeux, j'ai appris l'histoire à l'école, ça ne m'intéresse pas. Et disons, la réponse à la plupart des questions qu'on se pose sont déjà données dans l'histoire. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des réponses à la question qu'on se pose, mais personne ne veut faire l'effort de regarder parce que
on passe à l'école. Et à l'école, on apprend des dates, on apprend les noms des rois, on apprend les batailles historiques. Mais c'est des faits historiques qui, pour la plupart des gens, n'ont aucun impact, n'ont aucun intérêt. Et on sort de l'école avec une vision de l'histoire. L'histoire est quelque chose d'inutile, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui ne sert à rien. Ce que j'essaie de montrer dans mes livres, c'est de dire l'histoire, on peut apprendre beaucoup si on regarde les biographies des personnes intéressantes, si on regarde ce qu'ils ont fait quand ils étaient face à des problèmes importants. Comment est-ce que les gens ont sorti des situations qui étaient vraiment désespérées et désespérantes en même temps, des situations où ils étaient complètement bloqués. Et c'est là qu'on peut apprendre. Mais il faut faire l'effort de tirer des leçons de l'histoire en lisant des biographies ou en lisant des livres comme les miens, qui sont vraiment des résumés des biographies, pour apprendre les histoires. Parce que sinon, les gens vont continuer à faire toujours les mêmes erreurs, à répéter des fautes, à répéter des erreurs qu'on a déjà fait dans l'histoire, tout simplement par ignorance. Et justement, de quelle manière les attentes linéaires conduisent-elles à des efforts inutiles? Les gens font les choses de façon linéaire plutôt qu'asymétrique. Parce que quand on essaye de faire un truc, de prendre un cours d'action, de prendre un cours d'une stratégie qui n'est pas réaliste, qui n'est pas symétrique, qui est tout simplement qui est logique, parce que disons la logique humaine est toujours une logique linéaire. Mais si on ne se rend pas compte des circonstances, on est voué à l'échec. Et je peux vous donner une histoire assez intéressante, une histoire française, parce que c'était quelqu'un qui a vécu à l'époque de Napoléon, ça s'appelle Toussaint Louverture, qui était un leader contre l'esclavage en Haïti. C'est quelqu'un qui a organisé les personnes qui sont révoltées, qui a établi l'indépendance d'Haïti, qui a essayé de rétablir une égalité des droits pour tout le monde. Et il a lutté contre les Anglais, contre les Français. Il était quelqu'un qui avait une stratégie complètement asymétrique dans les batailles, parce que c'était vraiment de la guerre asymétrique contre l'armée. Et il a eu beaucoup de succès. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il a gagné, il a oublié tout ce qu'il avait fait. Il a oublié que ces stratégies étaient complètement asymétriques, et il est devenu extrêmement rigide dans le sens où il avait une vision linéaire. Et alors, quand il était tout content dans son poste, parce qu'il avait été nommé général des troupes haïtiennes, il attendait que tout allait devenir meilleur, que la situation allait s'améliorer, parce que c'était la Révolution française, l'égalité des hommes, etc. Et il était complètement épaté de voir que Napoléon, après avoir pris le pouvoir, il a rétabli l'esclavage en Haïti. Il ne pouvait pas le croire. Il dit, mais c'est impossible. Après la Révolution française, on ne peut pas rétablir l'esclavage. Il n'arrivait pas à le croire. Alors, c'était une histoire incroyable, parce que les mecs avaient oublié sa propre histoire. Il avait oublié qu'il avait gagné la guerre, disons, en Haïti, avec une stratégie asymétrique. Et Napoléon a fait exactement la même chose. Il a fait à Paris, il a fait en France, il a fait une guerre asymétrique, mais tout sans l'ouverture, il n'arrivait pas à croire que Napoléon, il allait se retourner contre lui et rétablir l'esclavage. Et à un moment-là, quand Napoléon a envoyé quelqu'un à Haïti pour essayer de retourner, pour essayer de dire à Toussaint, arrête, je n'ai pas les choix, je dois rétablir l'esclavage, il n'arrivait pas à le croire. Il s'est laissé arrêter volontairement, parce qu'il était très très fort en Haïti. Il ne voulait pas croire qu'on n'allait pas l'arrêter. On l'a arrêté. On lui a amené en France, et à la fin, on l'a laissé mourir en prison en France. Tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à croire que l'histoire n'est pas symétrique. Il était devenu